Ça- C'est parti. Bonjour, messieurs, dames. La connexion est en train de se faire. Je laisse le temps, je vais laisser 2 minutes, le temps que tout le monde rentre dans la salle. Voilà, les connexions arrivent tranquillement. Et je vous remercie en tout cas d'être présent ce soir. On va commencer dans 1 minute. Allez. Allez, on va commencer tranquillement pour vous accueillir. Un petit discours, bien sûr. Bienvenue à ce jeudi de la Fédé, webinaire récurrent qui a lieu tous les deuxièmes jeudis du mois sur des sujets d'information variés et proches de vous, en tout cas qui cherchent en plus à suivre l'actualité, et c'est le cas ce soir. Alors la Fédé, c'est quoi, pour ceux qui ne le connaissent pas encore? Eh bien, c'est le premier syndicat représentatif de France, hein, plus grand nombre d'adhérents avec près de 6 000 kinésithérapeutes. Grâce à son maillage, elle est forcément proche de vous, avec des syndicats départementaux répartis sur tout le territoire. C'est un syndicat qui est réformiste, positif, loin du syndicalisme d'opposition stérile. À la Fédé, nous sommes force de proposition, car nous sommes convaincus que c'est comme ça qu'on arrivera à évoluer et à progresser. Notre objectif, je pense que c'est comme le vôtre, c'est faire bouger les lignes. À la FFMKR, les décisions sont transparentes. Vous pouvez participer directement aux choix politiques via les congrès et les assemblées générales de vos départements qui ont lieu tous les ans depuis plus de 60 ans. La Fédé, c'est une grande équipe qui est animée par la même envie d'aider chaque kiné, et on le retrouve sur le territoire encore actuellement avec les campagnes d'Indu notamment, et nous sommes là pour vous aider. Pas moins de 22 conseillers fédéraux qui travaillent dur pour faire évoluer notre profession au niveau national, mais aussi les représentants locaux dans chaque syndicat qui travaillent d'arrache-pied pour réussir à vous aider dans la représentation. Ce sont des réunions, des commissions, des groupes de travail pour faire émerger de nouvelles solutions et également du lobbying auprès des parlementaires, du Sénat, de l'Assemblée nationale et des fonctionnaires des différents ministères. En ce moment, il y en a un petit peu moins. Un vrai travail de fond qui est porté par une équipe qui croit en ce qu'elle défend. À la Fédé, en tant qu'adhérent, vous serez soutenu et accompagné, l'accès au club, les webinaires et un accès privilégié à l'information. La Fédé, c'est bien sûr que si vous l'avez déjà vu à peu près dans tous nos événements, et maintenant je pense que vous avez saisi dans cette identité, la maison des kinés, toute une structure entièrement dévouée aux kinésithérapeutes, avec kiné actualité, kiné scientifique, avec la presse donc, mais tous les autres avantages et l'INK, des conseils juridiques, comptables et des formations. Tout ça dans une seule structure. Nous, à la Fédé, nous sommes des passionnés, mais nous sommes surtout organisés pour vous faire progresser et faire progresser la kinésithérapie. Ce soir, justement, l'intérêt, c'est d'être sur un vrai thème, on va dire, dans la pratique, dans la connaissance, dans le côté scientifique, mais en même temps aussi dans l'engagement. Et nous allons recevoir des représentants de la Fondation de paralysie cérébrale dans le cadre de l'événement September que nous avons cherché à relayer, avec lesquels nous sommes bien sûr euh, nous sommes partenaires. Désolé, j'ai été perturbé par une notification. Donc, l'idée, ça va être tout simplement d'articuler la soirée autour de cet événement, mais aussi de mieux comprendre la paralysie cérébrale.
Donc, nous recevrons ce soir Audrey Fontaine et Mélissa Messavant qui se présenteront dans le plan de la soirée. Donc, nous allons avoir Audrey qui va nous présenter les généralités sur la paralysie cérébrale. Ensuite, Mélissa qui nous présentera la fondation paralysie cérébrale avec justement sa création, ses missions derrière. Audrey nous reparlera ensuite des recos HAS, notamment la dernière de 2021 sur l'importance de l'activité physique pour les personnes en paralysie cérébrale, avec Mélissa qui refera un focus à la fin sur September. Et nous aurons l'exceptionnel Thomas Pratt, Thomas le kiné, qui vient de nous rejoindre. Tom le kiné, influenceur aussi à ses heures perdues, qui nous réexpliquera notamment la cotation en TER 16, puisqu'il y a aussi la mise en application pour notre profession dans le milieu professionnel. Bonjour Voilà, Arnaud, bonjour tout le monde. Je peux pas mettre ma caméra, Arnaud. Je pense qu'il faut que tu parce que ça se m'autorises. mérite, Thomas. C'est pour ça que je te le demande. Et bien, c'est pour ça que je te la donne. Normalement, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que ce serait dommage quand même de ne pas te voir. Écoute, merci de nous avoir rejoints. Je vais donc proposer à Audrey de commencer sa présentation. Est-ce que tu souhaites projeter quelque chose? Oui, tout à fait. Euh, Onglet voilà. partage, normalement, il n'y a pas de souci. Parfait, c'est bon. Voilà. Hop. Euh, attendez. Là? On est bien là. Super. Bon, alors je profite de cette belle infographie que vous avez faite pour vous remercier, Arnaud, Thomas et la FFLKR, de nous donner l'opportunité de venir vous parler de l'appareil cérébral, de la Fondation Pareil Cérébral et de ce grand événement September. Pour me présenter rapidement, je suis kinésithérapeute depuis 13 ans maintenant. J'ai toujours pratiqué la kiné auprès de personnes avec pareil cérébral, surtout des bébés, enfants, adolescents. J'ai travaillé en centre de rééducation, en CESAD, en CAMS. Et depuis 4 ans, j'ai ouvert un cabinet pluridisciplinaire de rééducation neurologique et pédiatrique dans Paris. J'ai aussi un doctorat en sciences du mouvement sur le thème de l'évaluation de la fonction d'équilibration chez les enfants avec paralysie cérébrale. Et je suis enseignante en formation initiale dans plusieurs IFMK parisiens et aussi en formation continue auprès de kinés et d'ergo qui voudraient se spécialiser en neuropédiatrie. Donc voilà, je vais donc commencer par vous raconter un petit peu les grandes lignes de l'appareil cérébral pour pouvoir ensuite m'axer vers les recommandations de bonne pratique concernant l'appareil cérébral. Alors, la définition de l'appareil cérébral, elle correspond à un ensemble de troubles permanents du développement, du mouvement et de la posture qui sont responsables de limitations d'activité, imputables à des événements ou des atteintes non progressives survenues sur le cerveau en développement du fœtus ou du nourrisson. Donc, pour dire les choses un petit peu plus clairement, il s'agit en fait d'une lésion du cerveau. Donc, une lésion, ça peut être soit un saignement, soit une anoxie, qui va apparaître sur un cerveau immature, c'est-à-dire au cours de la grossesse, au moment de l'accouchement ou pendant les 2 premières années de vie de l'enfant. Donc, en plus de ces troubles moteurs que l'on observe dans l'appareil cérébral, il y a souvent des troubles associés qui vont en fait venir complexifier le tableau clinique qu'on observe chez ces patients. Ces troubles associés peuvent être de l'épilepsie, des troubles cognitifs, des troubles de la communication, des troubles de l'apprentissage, du comportement, de l'alimentation et également des troubles musculo-squelettiques. Concernant la prévalence de la paralysie cérébrale, donc dans le monde, elle s'étend de 1,5 à 4 pour 1000 naissances vivantes. En France, on est à une naissance sur 500 qui présente une paralysie cérébrale. Donc, c'est la première cause de handicap moteur dans l'enfance. La paralysie cérébrale, il faut vraiment comprendre que c'est une grosse valise. Ce terme représente une grosse valise qui contient des types d'atteintes qui sont très divers et variés. Et l'appareil cérébral peut aller, par exemple, de quelqu'un qui marche dans la rue avec une simple petite boiterie, un releveur un peu faible et un stépage à la marche, que n'importe qui aurait du mal à identifier en croisant la personne. Et l'appareil cérébral, ça peut être aussi quelqu'un qui a un fauteuil roulant électrique,
qui présente une parésie des quatre membres et qui n'est pas du tout autonome dans ses activités de la vie quotidienne. Donc, c'est important d'avoir des outils de classification pour pouvoir décrire un petit peu les personnes qui ont une paralysie cérébrale. Et la première façon de classifier la paralysie cérébrale, c'est en utilisant la topographie de l'atteinte. Donc, on observe des formes unilatérales, donc soit une monoparésie, soit qu'un membre supérieur ou qu'un membre inférieur, soit une hémiparésie qui concerne soit l'hémicorps gauche, soit l'hémicorps droit. Et on observe aussi des atteintes bilatérales, donc soit qui concernent les deux membres inférieurs, diparésie, soit qui concernent les quatre membres, quadriparésie. Ensuite, on va décrire l'appareil cérébral avec son tableau neurologique. Donc, en fait, le tableau neurologique va dépendre de la localisation et du type de lésion qu'a connu le cerveau. Donc, on peut voir des formes spastiques, quand c'est les aires motrices primaires qui ont été atteintes, mais on peut voir aussi des formes dyskinétiques, ataxiques ou mixtes. Les formes les plus fréquentes sont des formes spastiques qui correspondent à 80% de toutes les formes. Enfin, il est important de décrire les troubles associés qu'ont ces personnes avec paralysie cérébrale. Et il y a une classification internationale, le GMFCS, pour Gross Motor Function Classification System, qui nous permet de classifier de 1 à 5 le niveau d'autonomie dans les déplacements de ces personnes avec paralysie cérébrale. Donc, les personnes GMFCS 1 sont capables de courir et de monter les escaliers sans aide des membres supérieurs, alors que les personnes GMFCS 5 sont complètement dépendantes de l'aide d'une tierce personne pour se déplacer et ne sont pas capables de tenir leur tête contre pesanteur. Voilà, donc tout ça pour vous montrer un petit peu la grande diversité de ces atteintes dans la paralysie cérébrale. Alors, c'était ma collègue Mélissa qui devait poursuivre, qui ne sait pas, qui n'arrive pas à se connecter. Et est-ce que peut-être, j'ai vu qu'il y avait Clara Citruc dans les participants, est-ce que peut-être elle peut faire la présentation de la Fondation Paralysie Cérébrale? Elle peut Alors, prendre la elles sont parole ou dans pas? les spectateurs, je Elle est pense, dans donc les du coup, elles peuvent pas Clara Citruc, elle parler. est dans les Oui, on spectateurs. doit pouvoir leur ouvrir le micro, mais bon. Voilà, s'il te plaît. Alors, je peux commencer à vous parler un petit peu de la Fondation Paralysie Cérébrale et en particulier, moi, du domaine que je connais le mieux dans cette fondation. Donc, moi, je fais partie du conseil scientifique de la Fondation Paralysie Cérébrale. Ah bah voilà, je vois que Clara se connecte et va venir me sauver la vie. Merci Clara de présenter la Fondation. Les aléas du direct. A priori, moi, on m'entend maintenant, non? On Oui, tout à t'entend. fait. Ah, C'est Mélissa? super. Oui, c'est moi, pardon. Ah, merveilleux. Je, excusez-moi à tous, hein, je ne me suis pas, je suis pas parvenue à intégrer la présentation en tant que hôte, mais a priori, en tant que spectateur, j'y arrive. Donc, c'est pas très grave si je peux garder la main dessus, parce que j'ai pas forcément beaucoup de slides à vous présenter. Mais effectivement, je prends le relais d'Audrey sur cette partie de la fondation. Donc, moi, c'est Mélissa. Je suis responsable communication et événementielle à la fondation. Voilà, moi, je vais juste vous présenter en quelques mots la fondation qui a été créée en 2005. Donc, on fête nos 20 ans l'année prochaine, qui a vu le jour grâce à des associations de parents et des professionnels de santé qui, à l'époque, en fait, ont fait simplement le constat qu'il n'y avait aucune structure qui, à l'époque, ne prenait en charge la recherche sur la paralysie cérébrale. Donc, voilà, c'est nos membres fondateurs qui ont décidé de réunir leurs fonds et de faire en sorte qu'il y ait un acteur qui soit présent en France pour la recherche sur cette pathologie qui est le handicap moteur chez l'enfant en France. Donc la fondation, elle fonctionne voilà, très simplement. Audrey en parlait tout à l'heure, un conseil scientifique en fait parce qu'on fonctionne par appel à projet. C'est des appels à projets qu'on a lancés depuis 2006 à l'époque sur des projets, voilà, entre guillemets, à petite envergure, des projets de doctorat sur des sujets comme la douleur, sur la rééducation, focalisés sur des projets d'ampleur un peu européenne, avec le projet CAP et le projet Ensemble. Donc Audrey pourra en reparler par la suite. Et du coup, c'est vraiment le conseil scientifique qui fait ce travail de sélection, enfin de poser déjà les critères de ces appels à projets et ensuite
La fondation paralysie cérébrale, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment une fondation de flux, c'est-à-dire que voilà, tout ce qui rentre dans la fondation est réinjecté dans la recherche. Malheureusement, de par le fait, j'imagine que cette pathologie n'est pas encore très connue en France, en tous les cas du grand public, on a du mal à faire intervenir les pouvoirs publics à ce sujet. Alors de la création de la fondation, il y a eu un apport de la part de l'État, mais depuis, plus rien. Donc voilà, on a un gros travail de levée de fonds à faire au quotidien auprès des mécènes privés, auprès du grand public et aussi à travers les événements de levée de fonds. Et c'est pourquoi aussi je vais vous parler de September par la suite. Donc voilà, la fondation dans les grandes lignes, c'est vraiment une fondation de recherche voilà, qui essaye de faire avancer les choses concrètement pour les 125 000 personnes qui vivent avec une paralysie cérébrale. Voilà. Et la fondation a été créée il y a combien de temps finalement? Il y a quasiment 20 ans, en 2005. Donc D'accord. finalement, c'est pas si vieux que ça. Le temps de la recherche est un temps tellement long aussi qu'il faut du temps pour avoir des résultats concrets. Super, merci. Alors, parmi les nombreuses actions menées par la Fondation Pareil Cérébral, il y a quelques années, donc en 2018-2019, si je ne me trompe pas, la Fondation Pareil Cérébral, avec d'autres associations de patients présentant une pareille cérébrale, a lancé une saisine auprès de la Haute Autorité de Santé pour leur demander d'inscrire l'appareil cérébral dans les prochaines recommandations de bonne pratique à établir. Et donc, en 2019-2020, il y a un groupe de travail qui a été euh, constitué qui regroupait du coup des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des médecins MPR, des neuropédiatres, des neurologues, etc., etc. Et aussi des familles de patients avec pareil cérébral, aussi des patients adultes avec pareil cérébral, afin d'établir tous ensemble des recommandations de bonne pratique concernant la rééducation et la réadaptation de la fonction motrice de l'appareil locomoteur des personnes diagnostiquées de paralysie cérébrale. Donc, je vais vous montrer le tableau de synthèse de ces recommandations de bonne pratique. Donc, ce tableau de synthèse classe par ordre de priorité donc, les actions à retenir en termes de rééducation, réadaptation des personnes avec paralysie cérébrale. Donc, les choses les plus prioritaires à faire sont celles qui sont classées en 1 et les moins prioritaires, celles qui sont classées en 3. Et tout ça, on a les informations pour la classe d'âge de 12 ans chez les enfants, 12-18 ans chez les adolescents et les adultes de plus de 18 ans. Donc, j'ai encadré en rouge surligné de jaune les parties de cette synthèse qui sont en lien avec notre sujet du jour, c'est-à-dire September et l'importance de l'activité physique chez les personnes avec paralysie cérébrale. Et donc, on voit en particulier que le renforcement musculaire est classé comme hautement prioritaire chez les enfants et chez les adolescents présentant une paralysie cérébrale, que les exercices aérobies et l'entraînement cardio-respiratoire à l'effort est classé comme hautement prioritaire chez les enfants, les adolescents et les adultes présentant une paralysie cérébrale, que l'entraînement à la marche est également classé comme hautement prioritaire chez les enfants, les adolescents et les adultes présentant une paralysie cérébrale, et enfin, que l'activité physique et les activités sportives sont également classées comme hautement prioritaires chez les enfants, adolescents et adultes présentant une paralysie cérébrale. Donc, je rappelle juste que ces recommandations, elles sont basées sur une revue de la littérature, de toute la littérature internationale concernant l'appareil cérébrale sur les 15 dernières années précédant les recommandations de bonne pratique. Et ces articles scientifiques qu'on a utilisés pour écrire ces recommandations sont donc unanimes sur le fait que le renforcement musculaire, le réentraînement cardio-respiratoire à l'effort, la marche, les activités physiques et sportives sont vraiment très importantes dans le cadre de la rééducation et réadaptation des personnes avec paralysie cérébrale, quel que soit leur âge et quel que soit le niveau de gravité de leur atteinte. Donc ça, c'est vraiment important de garder ça en tête.
si on reprend nos petits schémas de tout à l'heure, ça va être le rôle du kiné d'arriver à faire avoir une activité physique, aussi bien les patients qui sont GMFCS1 et qui sont capables de courir, que les patients qui sont GMFCS5 et qui globalement sont juste capables de faire des roulés-boulés sur le sol ou même pas forcément. Voilà, donc ça va être le challenge des kinés. Alors, pour regarder un petit peu plus dans le détail ces recommandations, du coup, j'ai sélectionné quelques extraits à lire ensemble. Donc, concernant le renforcement musculaire, il est écrit qu'il est recommandé de proposer des exercices actifs de type renforcement musculaire tout au long de la vie et de manière pluri-hebdomadaire aux enfants et aux adolescents diagnostiqués de paralysie cérébrale dans le but de réduire la morbidité générale et la mortalité. Ensuite, concernant les exercices aérobie et l'entraînement cardio-respiratoire à l'effort, il est recommandé de proposer des exercices aérobie dans le but d'améliorer la fonction motrice et les capacités cardiovasculaires à court et à moyen terme des enfants et des adolescents diagnostiqués de paralysie cérébrale. Et enfin, il y a un avis d'expert. Donc, vous voyez là, il est écrit AE, avis d'expert, qui a été formulé. Alors, les avis d'experts au sein de la Haute Autorité de Santé, en fait, il s'agit d'une des personnes qui fait partie du comité d'écriture des recommandations de bonne pratique, qui va soumettre un avis, donc c'est-à-dire que c'est une information supplémentaire qu'il voudrait inscrire aux recommandations de bonne pratique et en fait qui sont issues de ses propres expériences cliniques et que c'est une information qui n'est pas décrite dans la littérature. Et donc cet avis d'expert, pour ensuite être accepté dans les recommandations de bonne pratique, il doit être validé au vote par 80% des membres du comité d'écriture et après il doit être validé complètement par le comité de relecture des recommandations. Et donc ce qui a été formulé comme avis d'expert ici, c'est qu'il est recommandé de proposer à toute personne diagnostiquée de paralysie cérébrale, quel que soit son âge et l'importance de ses limitations physiques, un matériel adapté qui va lui permettre d'accéder à un effort en endurance cardio-respiratoire. Et donc, c'est pour ça que juste en dessous, je vous ai mis des photos d'enfants qui nécessitaient, par exemple, pour le premier, un tricycle adapté afin de pouvoir avoir une activité sportive, ludique et cardio-respiratoire. Et à côté, un autre enfant qui avait vraiment un tonus important, un défaut de tonus important au niveau du tronc et qui devait se positionner dans un motilo pour pouvoir avoir une activité musculaire au niveau de ses membres inférieurs. Et donc ça me paraît vraiment important. Et ce qui est vraiment chouette dans September, Mélissa va vous en parler, c'est que en fait, c'est pas forcément que des pas, alors que le nom de September dit bien step, pas. Mais en fait, September quantifie toutes les activités motrices des personnes avec paralysie cérébrale, que ce soit rouler, marcher, etc., etc. Donc toute forme d'activité physique est prise en compte. Ensuite, concernant l'entraînement à la marche, on a une recommandation de grade A, donc le plus haut niveau de recommandation. Donc, ça veut dire que ce sont des essais contrôlés randomisés de haut niveau scientifique qui nous ont apporté cette recommandation. Donc, il est recommandé de proposer des exercices de marche dans le but d'améliorer la fonction motrice globale des enfants et adolescents diagnostiqués de paralysie cérébrale en capacité de les réaliser. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est que le fait de faire marcher nos patients, non seulement ça améliore leur marche, mais ça améliore aussi leur participation dans toutes les activités de la vie quotidienne et donc ça améliore leur participation sociale, tout simplement. Il y a également un avis d'expert qui a été formulé concernant la marche chez ces patients. Il est recommandé d'inclure dans la rééducation motrice des exercices de marche durant des trajets aussi longs que possible pour le patient afin de développer son périmètre de marche, son endurance et diminuer la fatigabilité en situation de marche écologique. Donc, vous allez voir que ça aussi, c'est vraiment très aligné avec l'événement September. Voilà pour ma part ce que je voulais vous dire concernant ces recommandations de bonne pratique. Et donc, c'était important pour moi de souligner le rôle des kinésithérapeutes dans l'accompagnement de nos patients vers des activités physiques qui leur sont adaptées, que ce soit de la marche avec aide ou sans aide, que ce soit de la course pour ceux qui peuvent, ou alors de pédaler en tricycle ou avec différentes aides techniques. C'est vraiment à nous de leur apporter tout le matériel et toutes les explications pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins d'activité physique. Voilà, donc je te redonne la main, Mélissa, pour nous parler de September.
Merci Audrey, merci beaucoup. Effectivement, Thomas, je sais pas. Ah, super. Effectivement, dans toute cette notion dont Audrey a parlé d'importance de l'activité pour les personnes avec paralysie cérébrale, on est assez fiers quand même effectivement de vous présenter cet événement qui a été importé justement par Clara en France à son arrivée à la direction de la Fondation Paralysie cérébrale, qui s'appelle donc September. C'est un événement qui a été créé en Australie, donc par les Australiens. Euh, Là-bas, la paralysie cérébrale est vraiment connue du grand public et ils arrivent à lever des millions de dollars. Donc, on sait ce qu'il nous reste à faire. Et l'idée, voilà, c'est pendant tout le mois de septembre de marcher pour ceux qui ne le peuvent pas et de faire parler de la paralysie cérébrale pendant tout ce mois de septembre, de sensibiliser le plus de nombre de personnes à cette pathologie et à nous aider à lever des fonds aussi pour aider la recherche. En France, du coup, cet événement, on organise la sixième édition cette année. C'est vraiment un événement qui nous permet voilà, de faire parler de la paralysie cérébrale, de réussir voilà, à inciter les gens à collecter des fonds pour nous soutenir dans la recherche. C'est un événement, du coup, chez nous qu'on a réduit sur le mois de septembre à quelques semaines, enfin à 3 semaines plutôt qu'un mois chez les Australiens, parce que on sait tous qu'à la rentrée, on est un petit peu dans le rush des sujets à traiter. Donc on décale toujours le début. Donc cette année, le challenge a lieu du vendredi 13 au lundi 30 septembre. Donc le top départ est donné demain. Le fonctionnement, il est assez simple. On est sur une application de pas qui comptabilise automatiquement les pas qui sont générés par le podomètre du téléphone. Et l'objectif, c'est de faire 10 000 pas par jour. Parce qu'on sait voilà, que l'activité physique est très importante pour le bien-être à la fois physique et mental, et encore plus du coup pour les personnes avec paralysie cérébrale. Audrey le mentionnait tout à l'heure, on est sur un challenge qui ne comptabilise pas, enfin, il s'appelle September, donc on le compte en nombre de pas, mais il n'y a pas que la marche ou la course qui compte. Il y a près de 40 activités qui sont convertibles en nombre de pas, que ce soit des sports en fauteuil, d'ailleurs, la boccia, le rugby, le tennis fauteuil. Il y a les séances de kiné aussi qu'on peut faire rentrer dans September. On a toute une grille de correspondance de pas que les Australiens nous ont gentiment partagée. Il y a le jardinage, voilà, il y a plein de choses pour que le plus grand nombre de personnes se sentent concernées par cet événement et qu'il ne soit pas limité parce qu'on est en fauteuil et qu'on se dise qu'on n'a pas la possibilité de participer. Au contraire, c'est un événement qui se veut inclusif et on s'adresse pour des personnes qui ont une paralysie cérébrale, donc qui sont parfois aussi en fauteuil. Donc on trouvait ça important que ces personnes-là puissent aussi participer à cet événement. Donc voilà, pendant 18 jours, alors on incite évidemment les personnes à faire 10 000 pas. Je le note parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disaient si j'arrive pas à faire 10 000 pas, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, c'est un objectif voilà, qu'on a fixé parce qu'il fallait bien mettre un nombre de pas et puis c'est un objectif qui a été posé par l'OMS, mais tout à chacun, l'objectif c'est vraiment de se challenger soi-même et voilà, de faire un petit peu plus que ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien. Si on a l'habitude de faire 2000 pas, bah, c'est peut-être 5000, etc. Mais en tous les cas, voilà, de se dire que on sait que toute activité physique, tout ce qu'on peut faire en plus, c'est mieux. Et donc l'idée, c'est de se dire bah, comment on peut inciter les gens à ancrer de meilleures habitudes en termes d'activité physique et en même temps bah, de marcher pour la bonne cause, pour ceux qui ne le peuvent pas. Et à côté de ce challenge de pas, on a aussi un challenge de collecte où du coup on a créé une page de collecte sur September et les personnes peuvent venir voilà, créer leur propre page de collecte et se greffer à cet événement et inciter bah, son entourage, ses amis, sa famille bah, à les soutenir dans leur propre démarche, de dire moi je participe à September, donc vous aussi soutenez-moi et soutenez la recherche sur la paralysie cérébrale. Donc voilà, ça commence demain officiellement, mais les inscriptions sont prolongées jusqu'à dimanche soir.
Donc là, c'est le dernier délai. Donc voilà, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui ne sont pas encore inscrits et qui sont curieux, voilà, n'hésitez pas à me recontacter ou à vous connecter au site September pour avoir des informations. On est, on serait voilà ravis aussi qu'il y ait de plus en plus de kinés qui rejoignent le mouvement September parce que ça rentre voilà tout à fait dans cet état d'esprit d'importance de l'activité physique pour encore plus pour les personnes qui sont en situation de handicap. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur September peut-être? Moi, je vais poser une première question à Thomas. Thomas, tu es inscrit, toi? Alors, moi, je suis inscrit à la FMKR. Ça va faire la troisième année qu'on a rejoint le défi. La première année, c'est vrai que c'était un petit peu par hasard. On a découvert September et le lien avec la paralysie cérébrale, les kinés est quand même assez évident. Donc, je pense que c'est vraiment une cause à soutenir et on était ravis de soutenir cette cause. Donc, la première année, on l'a fait un peu à la dernière minute, mais c'était assez sympa. On a essayé de rejoindre du monde. La deuxième année, l'an dernier, on a essayé d'être un peu plus encadré, rassembler plus de monde. Et donc, alors, une inscription est payante, hein, c'est une forme de don, donc c'est parfait. Donc, on a amené un petit peu plus de monde, donc du coup, un petit peu plus de dons, mais on n'a pas réussi à collecter. Et cette année, donc, on est une trentaine d'inscrits à la FMKR, je crois. Oui, Et on a créé deux petites affiches à mettre dans les salles d'attente pour solliciter des dons pour les patients, pour n'importe qui passe dans les salles d'attente. Je vais mettre après les liens dans le chat pour qui veut les télécharger et les imprimer et les mettre où il veut. Pour maintenant, en plus de l'inscription et du défi qui est vraiment sympa, hein, euh, essayer d'arriver à collecter un peu de dons pour la recherche, puisque je pense que c'est primordial, primordial pour ces patients-là, quoi, hein, qu'ils aient un espoir d'aller mieux, eux, ou les patients qui arriveront plus tard et qui ont peut-être des solutions que qu'aujourd'hui on n'a pas. Donc voilà, on essaie de mettre notre pierre à l'édifice à notre petit niveau et j'espère que ça va prendre, ça fait un boule de neige. Aujourd'hui, c'est la troisième année et j'espère qu'à la dixième année, on sera 500 inscrits à la Fédé et qu'on arrivera à collecter 1 million d'euros. Je on sais pas. croise les doigts. Et je pense, parce que du coup, c'est comme c'est sur mon téléphone, là, je ne le voyais pas très bien, mais je vois l'affiche. Alors, 18 jours, pendant les 18 jours, évidemment, on va essayer de motiver les participants. Il y aura des défis, il y aura des quiz sur la fondation, sur la paralysie cérébrale qui vous permettra de gagner des pas supplémentaires. On a des défis aussi qui sont lancés par nos 4 coachs que vous pouvez voir sur l'affiche, qui sont des personnes qui vivent avec une paralysie cérébrale, alors à des niveaux différents, chacun d'entre eux. On a Amy qui a une paralysie cérébrale, qui est maman, a plutôt un handicap voilà, invisible. On a Jason qui est en fauteuil roulant, qui a du mal à parler, mais c'est une vraie force de la nature. C'est quelqu'un qui a 1000 idées à la seconde et c'est un entrepreneur qui a développé voilà, des objets qui permettent de faciliter la vie des personnes en situation de handicap. Et on a Louis et Adalia qui ont 8 et 7 ans respectivement et voilà, qui sont tous très motivés pour lancer des défis aux participants. Et chaque défi voilà, vous permettra de gagner des pas supplémentaires. On a aussi notre parrain qui nous a rejoint cette année, qui est un ancien international de rugby, Julien Bonner, qui est papa de 3 filles, dont la petite Edith a 8 ans, vit avec une paralysie cérébrale. Et lui va nous pousser à collecter un petit peu plus. Et pour ceux qui collectent le plus, il y a une petite surprise et un petit jeu concours pour faire gagner des places pour le prochain tournoi destination. Donc voilà, on essaie de mettre en place quand même des choses pour vous motiver pendant 18 jours parce que on sait que les premiers jours, les gens sont très motivés, mais parfois ça baisse un peu. Donc voilà, on est là pour vous motiver jusqu'au bout, jusqu'au 30 septembre. Puis, je trouve qu'en plus, cette édition, cette année tombe très bien parce que les Jeux paralympiques viennent juste de se terminer. Il y avait quand même il me semble, hein, des catégories paralysie cérébraux. Ouais. Donc, on voyait des patients qui étaient des athlètes. Et c'est vraiment bien de montrer à la population, enfin, de casser un peu les idées reçues qui fait que oui, on peut avoir une paralysie cérébrale. Parfois, ça provoque un handicap lourd, mais parfois, non, pas forcément. Et on peut très bien avoir une activité physique de haute intensité, je pense. Et voilà, donc une vie quasi normale pour peu que voilà, on ait un accompagnement qui soit là, que on ait des kinés qui appliquent les recommandations qu'on a vues,
sont assez quand même récentes et enfin moi je sais pas ce que j'ai appris dans mes cours et c'était pourtant il y a seulement 13 ans donc voilà c'est bien aussi de montrer que on doit bouger pour la paralysie cérébrale tout le monde. Ouais, ouais, tu as complètement raison, hein. On a eu, enfin, en tous les cas, on a pu identifier bah, Aurélie Aubert, championne olympique pour la première fois de boccia, qui a éteint la flamme olympique à la cérémonie de clôture. On a Alexandre Léoté aussi, champion olympique en cyclisme. Donc, c'est de vrais, effectivement, porte-parole pour des personnes qui sont atteintes par paralysie cérébrale et de voir les exploits sportifs qu'ils ont réussi à faire, ça a donné une très belle image effectivement de cette capacité qu'a le sport voilà, à se surpasser. Alors du coup je vais enchaîner par ma partie qui va finalement être assez courte hein, puisque on va juste revenir sur l'acte qui est une... Alors Audrey, je sais pas si tu nous parles, mais ton micro n'est pas ouvert. Excusez-moi, oui, excuse-moi Thomas, juste avant que tu enchaînes, je vois qu'il y a Valérie Louveau qui a posé une question. Pour le kiné, où poser son téléphone afin de permettre à l'application de convertir en pas? Et ben c'est vrai que quand on n'a pas des grandes poches, c'est pas simple. Et du coup, il y a l'option le cordon autour du cou, là, c'est pas mal. Mais oui, c'est une question que je me suis posée. Et Très bonne question. juste Il y a pour vous montrer, bah, voilà, pour vous dire comment on a fait nous de notre côté, on peut faire des équipes quand on s'inscrit à September. Et nous, on a fait une équipe pour le cabinet APA Géant, donc comme la FFMKR a fait une équipe pour la Fédé. Donc nous, on a fait une équipe pour le cabinet. Et donc, on s'est inscrit des kinés, des orthophonistes et normalement, il y a quelques patients qui doivent nous rejoindre. Donc voilà, ça fait une équipe variée et on espère qu'on va bien réussir notre défi. D'ailleurs, Voilà. moi, j'ai j'en une suis petite sûre. réclamation hein, parce que j'ai vu que les pas n'étaient pas encore comptabilisés. Par contre, l'équipe Fondation Paralysie Cérébrale a déjà 120 000 pas. C'est de la Attends, c'est quoi cette histoire, Thomas? Parce que nous, on a J'aimerais comme projet comprendre. d'être premier. Bah, il faut Ils sont bien en train qu'on de a dire qu'on part on avec est sur une, place. avec un handicap? Hein? D'accord, donc, Non, non, mais donc pas de effectivement, souci. Pas de souci. On les, les prend, les 120 000, pas de problème. On les non, remontera. les pas vont être parce en fait, on a testé l'application en amont, donc c'est pour ça qu'il faut que ils remettent tout à plat. Mais vous inquiétez pas, demain, enfin, ce soir à partir de minuit, on est tous sur la même ligne de départ. Il n'y a pas de problème. Et je reviens sur la question du coup de Valérie et auquel Audrey a déjà un peu répondu. Cette année, il y a alors j'étais pas forcément là dans les éditions précédentes, mais il me semble que l'année dernière, il n'y avait pas la possibilité. Cette année, on peut déclarer, du coup, c'est ce dont je parlais tout à l'heure par rapport notamment aux activités convertibles. Il y a la possibilité de faire des déclarations manuelles, du coup. Donc, si sur des activités, vous n'avez pas le téléphone sur vous, c'est pas grave du tout. Il y a la possibilité de dire qu'on a fait tant de minutes d'une activité et on peut le déclarer manuellement sur l'application. Il y a une procédure à suivre. Je ne vais pas rentrer dans le détail, etc. Mais dans la FAQ sur l'application, c'est très bien expliqué. Il faut déclarer manuellement une activité. Il faut surtout garder en tête les pas que le podomètre a déjà enregistrés pour pouvoir les réenclencher en même temps parce que sinon la déclaration manuelle écrase la déclaration automatique, etc. Mais en tous les cas, voilà, ça répond à la question. Il y a la possibilité de faire cette déclaration manuelle en plus de la déclaration automatique qui est faite par le podomètre de votre téléphone. Et puis, alors l'an dernier, il y avait des quiz qui rapportaient quelques points. Et a priori, cette année, c'est un peu pareil aussi, non? Ouais. Alors, il n'y a pas le système de points parce qu'en fait, tout est convertible en pas. Vraiment, on a voulu que les gens se motivent à bouger. Et du coup, voilà, c'est des quiz qui vont vous permettre de remporter des pas supplémentaires, des bonus de pas. Voilà. Parfait. Et donc, petite compète entre la FFMKR et le cabinet à pas de géant. Ça marche, c'est noté. Je ne On suis va pas voir du en tout un amont. compétiteur, Thomas, donc ça me dérange.
Il y a Et la Petite Valérie. question. fondation, mais du coup, comme on a déjà 100 000 pages, je pense qu'on va gagner. Je plaisante. Allez! La question Alors, de Valérie par rapport au mode avion. vas-y. Donc Valérie demande si l'application fonctionne en mode avion. Je suppose que oui, puisque le podomètre marche quand même, on est d'accord. Par contre, il faudra qu'elle Oui, arrive. C'est ça? ouais, non, non, il y a en mode avion, a priori, je suis pas une technicienne, mais effectivement, de toute façon, le podomètre de l'application santé des téléphones fonctionne normalement. Après, je sais pas combien de temps en mode avion, mais c'est juste que il y a des notifications qui vous sont envoyées quasiment tous les jours, voilà, pour vous tenir au courant des missions. Donc, si vous êtes en mode avion trop longtemps, il y a certaines infos que vous n'allez pas forcément voir passer. Voilà, c'est juste par rapport à ça. Mais au niveau de la comptabilisation des pas, il y a pas de souci. Je vois pas les questions, moi. Sur le téléphone, je pense que c'est plus compliqué à voir. Ouais. Mm. Alors, du coup, je termine la présentation. Après, on est ouvert à toutes les questions. Moi, j'en ai quelques-unes d'ailleurs, je pense. Un nouvel acte a été créé, l'acte TER 16, rééducation des enfants présentant une paralysie cérébrale ou un polyhandicap. Donc, cet acte découle directement des recommandations HAS que vous a présenté Audrey. Donc, il faut savoir que à partir du moment où on veut inscrire un acte dans la nomenclature, donc pour qu'il soit remboursable, on est obligé d'avoir des recommandations de la HAS. Sans recommandation HAS, on ne peut pas inscrire d'acte. Donc, il y a eu la démarche qui a été faite pour saisir la HAS pour réfléchir à la création d'un acte, enfin, des recommandations. Les recommandations sont sorties et ensuite, l'acte a pu être inscrit à la nomenclature. Pour ça, il faut passer par un avenant, forcément. Et donc, c'est l'avenant 7 qui a porté cette inscription, puisque c'est l'avenant qui est sorti juste après les recommandations qui datent de 2021, a priori. Donc voilà. Donc ça a été poussé en grande partie par les associations de patients et sociétés savantes pour la création de cet acte. Et on a bien sûr poussé également, puisque fait du sens pour notre pratique et pour ces patients-là. Donc par contre, cet acte reprend absolument les recommandations et donc il y a des conditions. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on inscrit un acte, il est beaucoup plus conditionné que ça pouvait l'être auparavant. Et donc les conditions, c'est que cet acte doit s'intégrer au parcours de rééducation et de réadaptation des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale. Donc la prescription initiale de cet acte doit émaner de l'établissement ou du service sanitaire ou médico-social coordonnant le parcours de soins du patient. Vraiment la prescription initiale. Les séances sont d'une durée de l'ordre de 30 minutes et sont adaptées aux capacités physiques de l'enfant et au rythme des autres prises en charge. Donc voilà. Donc à partir du moment où vous avez une prescription initiale, si cette prescription est renouvelée par un médecin généraliste ou par le médecin qui suit l'enfant, par le pédiatre, il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment que la prescription initiale provienne de l'établissement qui coordonne le parcours de soins. Souvent, ça peut être un IME, une masse, ça dépend ou un service de rééducation pédiatrique, ça dépend. Et si cette prescription initiale provient de cet établissement, il n'y a pas de souci. Après, si c'est renouvelé par un autre médecin, c'est tout à fait valable. Donc, la durée des séances est de l'ordre de 30 minutes, adaptée aux patients. Alors, on sait que souvent, vous passez plus de temps avec ces patients-là, des fois un peu moins, ça dépend si le patient est fatigué, de ses capacités physiques, etc. Mais voilà. À l'origine, ils voulaient que ça soit 45 minutes. Nous, on leur a dit de faire confiance aux kinésithérapeutes pour passer le temps nécessaire avec ces patients. Et que si on passe bien souvent, voilà, 30-45 minutes, ça dépend, 1 heure parfois. Pour ce qui est du polyhandicap, puisque cet acte est un peu plus large que la simple paralysie cérébrale, donc c'est quoi le polyhandicap? Donc c'est le guide des maladies chroniques de la l'HAS qui définit le polyhandicap. Donc, sont les personnes handicapées, polyhandicapées, la reconnaissance officielle d'une perturbation du développement ayant abouti à des handicaps graves et multiples, absence de marche autonome, pas de langage oral signifiant, déficience intellectuelle profonde. Cela constitue le diagnostic de la situation de polyhandicap. Il faut vraiment plusieurs handicaps. Un seul n'est pas suffisant pour définir le polyhandicap. Voilà pour cet acte TER16 qui est facturable depuis. Alors, non, il y a eu un raté au début, puisque en plus des recommandations HAS, il voulait
un avis de la HAS, puisque vraiment pour inscrire un acte à la NGAP, il faut un avis HAS. Il y a eu un retard au démarrage, ce qui fait qu'au lieu de paraître le 22 février, il est paru le 20 avril. Donc 2 mois de retard pour cet acte. Euh, c'est vraiment malheureux. Nous avons poussé, nous on a contacté les associations de patients, l'APF, enfin tout le monde pour que ça aille le plus vite possible. Ça a mis 2 mois pour rendre un avis, ce qui est court pour rendre un avis HAS, mais qui est quand même trop long par rapport au fait que ça devait paraître le 22 février. Voilà, je pense avoir fait le tour de cet acte. A priori, pour l'instant, donc ça va faire avril, mai, en septembre, 5 mois. Il est en fonction, aucun problème pour appliquer cet acte. On m'a Si je remonté. peux me permettre de préciser un tout Oui, petit oui. peu, Thomas, du coup, dans la liste enfin, la liste des médecins de structures qui peuvent prescrire cet acte. Donc, tu as parlé des IME, IEM. Donc, il y a aussi bien sûr les CAMS, les CESAD, mais il y a aussi les centres de rééducation et les hôpitaux. Voilà, donc en fait, c'est vraiment très large en fait. Il y a que, enfin, nous qui cotons au cabinet quasiment que des TER 16, il y a que les médecins libéraux et les médecins de PMI qui ne rentrent pas dans les cases. Mais sinon, tous les autres médecins, MPR, neurologues, neuropédiatres, nous permettre de coter ça. Et pour pouvoir avoir cette cotation, il faut aussi pouvoir justifier d'une formation dans le domaine de l'appareil cérébral et de s'engager à faire du lien avec les différents intervenants autour de ces enfants. Parfait. Oui, vraiment, en fait, je pense qu'il n'y a aucun souci. Les caisses sont pas réticentes à appliquer cet acte, hein. C'est quand même du service rendu pour les patients. Et donc, en tout cas, pour l'instant, il n'y a aucun problème pour l'application de cet acte. Et je pense qu'il n'y en aura pas à partir du moment où les kinésithérapeutes font leur travail correctement dans le bien des patients. Il n'y aura pas de souci, hein. Alors, nous sommes à l'écoute de vos questions et prêts à y répondre. Alors, je suis triste quand même de voir les spectateurs. Il n'y a que des femmes, hein. Incroyable. Il n'y a pas un homme. Des personnes qui ont un prénom féminin à connotation féminine, souhaites-tu dire plutôt? Oui, ouais, c'est un peu. Enfin, bref. Alors, tout Il y a a un été clair. QR. Il y a un QR. Quels sont les... Ah, vous l'avez... Non, 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 c'est nouveau. Quels sont les axes de recherche? De, des projets financés par la Fondation Paralysie Cérébrale. Oui, certainement. Euh, est-ce que tu veux répondre Audrey? Oui, ben On peut voilà, peut-être. Céline nous confirme. Tu veux que je réponde, Mélissa? Ouais, peut-être faire un focus sur les deux derniers projets. Ouais. Ouais. Alors, bah, du coup, sur les dernières années, enfin, la Fondation Paris Cérébral a financé deux grands types de projets. Le premier, c'est autour de la rééducation intensive. La littérature internationale montre de plus en plus qu'en fait, les rythmes de rééducation que nous utilisons en France ne sont pas forcément les plus adaptés pour avoir des progrès moteurs et surtout des progrès qui restent dans le temps. Et donc, ce qui ressort dans la littérature, c'est que finalement, des stages intensifs d'une soixantaine d'heures répartis sur 2 semaines avec de la rééducation basée sur des objectifs fonctionnels qui sont co-construits avec les enfants, adolescents et leurs familles, vont nous permettre d'avoir des progrès significatifs, aussi bien concernant les objectifs fonctionnels en question que sur les capacités physiques globales de nos patients. Et le recul qu'on a sur sur ces études nous montre aussi que les progrès obtenus persistent dans le temps, au moins jusqu'à 1 an après ces interventions. Voilà, donc d'ailleurs, il y a actuellement une expérimentation qui est mise en place avec des financements de la sécurité sociale pour mettre en place ces stages intensifs dans différents centres de rééducation en France. Et les centres pilotes de ça sont situés à Angers, à Lyon et à Brest.
Et donc voilà, donc on est content que enfin nos enfants et ados avec pareil cérébral en France puissent avoir accès à ça, puisque on était un petit peu en retard par rapport à d'autres pays européens ou à l'Australie ou aux États-Unis. Euh, donc voilà, ça c'est en cours. Et le deuxième axe de recherche qui est en ce moment développé, enfin, et financé par la Fondation Paris Cérébral, c'est tout ce qui est autour de la détection précoce de la paralysie cérébrale. Et en fait, de développer des outils divers et variés, et en particulier avec des imageries et l'intelligence artificielle, pour pouvoir détecter très précocement l'appareil cérébral. Et du coup, le fait de détecter très précocement permet de débuter une rééducation motrice en particulier très précoce, c'est-à-dire à la sortie de la réanimation néonate ou de la maternité, parce qu'on sait que la plasticité cérébrale est maximale jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Et donc, si on attend de faire un diagnostic à l'âge de 18 ou 24 mois, et ben, en fait, on a perdu la fenêtre de rééducation la plus efficace. Donc voilà, ça c'est le deuxième axe avec le grand projet ensemble, c'est la détection toujours plus précoce de la paralysie cérébrale chez l'enfant. Les stages intensifs, comme ça existe depuis longtemps à l'étranger? Les stages intensifs, alors les stages intensifs tels qu'ils sont décrits dans la littérature, ils ont commencé à être mis en place par des équipes belges, l'équipe c'est une kiné d'ailleurs, c'est une grande chercheuse, qui s'appelle Yannick Bleyenhoeft. Et donc, elle a toute une équipe voilà, de kinés et de chercheurs autour d'elle qui font ça. Et donc ça, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça fait au moins 10 ans même plus, ouais, au moins 10 ans que c'est dans les tuyaux. Par contre, il faut faire attention parce que, outre ces stages intensifs qui sont validés dans la littérature, il y a plein d'autres offres de stages qui sont sur différents modèles avec des thérapies pas forcément du tout validées dans la littérature et qui sont souvent des pièges hein, pour les patients, leurs familles, qui sont des choses qui coûtent très cher. Donc voilà, donc attention au fait que voilà, il y a plein de types de stages qui sont proposés pour ces enfants, mais les stages intensifs tels que efficaces de manière prouvée dans la littérature scientifique, c'est bien les stages qui sont proposés en Belgique de type Habit ou Habitil et les stages qui sont proposés dans les centres de rééducation en France. Il y a également ce type de stage qui est développé autour de Pise en Italie, en Australie aussi, et aux États-Unis, il y a quelques centres de rééducation qui développent ces stages, mais il faut faire très attention à l'offre florissante de stages parce que c'est lucratif et ça part un peu à volo sur les dernières années. Alors, est-ce qu'il existe un projet de financement de ces stages intensifs pour les libéraux? Pas que je le sache, pourtant a priori non, parce que si ça existait, je pense que je ferai partie des personnes au courant. Moi, pour ma part, on organise des stages intensifs au cabinet. Alors, on a commencé ça il y a 3 ans et en fait, l'objectif, c'était de pallier au fait que la littérature internationale et les recommandations de bonne pratique disaient il faut absolument faire des stages, il n'y a que ça qui marche et qu'il n'y avait aucune offre en France de stage intensif officiel dans les centres de rééducation. Donc, on a essayé de développer ça au cabinet, mais c'est vrai que c'est tellement de travail, d'organisation, etc., que franchement, c'est compliqué à organiser dans des structures libérales. Mais je sais qu'à la Fondation Pareil Cérébral, il y a des gens qui se battent pour que justement il puisse y avoir ce type de prise en charge. Mais pour l'instant, les patients nous, qui participent à nos stages, il y a une petite partie qui est remboursée par la Sécu vu qu'on code des séances, mais il y a une grosse partie qui est en hors nomenclature. Euh, voilà. Ok, non mais c'est Donc, intéressant parce que je pense que les stages intensifs sont valables aussi. Moi, je fais pas mal de neurologie et il semble que les stages intensifs en neurologie soient ouais, aussi plus efficaces que deux ouais, séances ouais, par semaine pendant l'é- 30 l'é- ans. l'équipe
l'équipe belge Habitil, en fait, fait en parallèle de ces stages pour les enfants avec paralysie cérébrale, commence aussi à faire des études sur le post-AVC récent, le post-AVC chronique. Et puis, en fait, on se rend compte de plus en plus dans tous les types de pathologies neurologiques centrales que quel que soit l'âge des patients et la gravité de leur atteinte, la plasticité cérébrale fonctionne encore. Et le fait de faire des sessions intensives de rééducation sur des objectifs fonctionnels, et bien finalement, ça fonctionne à tous les coups, quoi. Et quand ça dure dans le temps, c'est de l'ordre de quoi? 6 mois, un Alors voilà, an? de quoi, quand les résultats persistent. Oui, c'est ça, après le stage. Alors, pour les études concernant l'appareil cérébral, il a été montré que les résultats persistaient jusqu'à 6 mois, même un an sur une autre étude pour ces enfants avec appareil cérébral. Après, j'ai pas les résultats en tête pour les. Je crois même pas qu'ils Hmm. sont parus encore les résultats de Habit et Habitil pour les adultes post-AVC. Ah, c'est En tout cas, intéressant, quand même. pour les professionnels en libéral, c'est vrai que l'organisation des stages pose pas mal de problèmes et en particulier autour de l'organisation du cabinet. Parce que nous, quand on fait un stage, tous les professionnels du cabinet ne participent pas au stage, sauf que le stage prend toute la place au cabinet. Et du coup, on ne sait pas quoi faire de nos autres collègues, donc on attend qu'ils partent en vacances pour faire ces stages. Et puis, il faut aussi dire que pendant qu'on organise ces stages, les patients qu'on a habituellement, on ne peut plus les prendre non plus. Donc, c'est vrai que c'est particulièrement quelque chose qui devrait être organisé par les structures médico-sociales qui, la plupart du temps, pendant les vacances scolaires, sont fermées, donc ont des lots Covid et donc ont des patients qui sont en vacances et qui demandent que ça, d'avoir de la rééducation. Donc, on a hâte que tout ça, ça s'aligne et peut-être, du coup, la mise en place d'une participation des professionnels libéraux, mais dans le cadre des structures médico-sociales qui ont les locaux adaptés, etc., etc. Donc voilà, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour que tous les violons s'ajustent entre l'hôpital, le médico-social et le libéral à propos de ces stages intensifs. Merci beaucoup. Euh, pour ce qui est ce que finance la Fondation Paralysie cérébrale, c'est uniquement vers la recherche française ou il y a aussi une mutualisation internationale un peu ou... En fait, la Fondation Paralysie cérébrale finance des projets européens. Et donc, en fait, les projets qui sont financés sont surtout les projets avec vraiment un côté international. Mais Mélissa, je te laisse compléter. Oui, oui, effectivement, il y a sur les deux derniers projets financés par la Fondation, il y a toujours effectivement des équipes européennes en Espagne, en Italie, pour le projet Ensemble aux Pays-Bas. Et voilà, je pense que enfin, l'objectif, c'est vraiment d'essayer Oui, d'homogénéiser encore, ça sur. moi, si ça se rapproche, c'est encore trop proche. Après, j'ai pas Arnaud, 5 on minutes. t'entend. Ah, excusez-moi, j'étais sur autre chose, mais justement, j'avais une autre question pour la suite. Est-ce que vous aviez fini? Euh, Oh, ou ouais, est-ce que vous ouais. vouliez développer un petit peu plus sur la recherche? Alors, je me posais la question justement de l'évolution que vous envisagiez. Qu'est-ce que vous voyez là dans les années à venir par rapport aux prises en charge, par rapport à ce que les évolutions qu'on pourrait retrouver en cabinet en fait dans la prise en charge. La recommandation, même si elle est récente, elle a déjà 3 ans. Est-ce que on a déjà d'autres choses qui peuvent arriver? Puisque nous, en termes conventionnels, derrière, on est très intéressé de faire passer ça par la suite. Euh, alors, donc déjà, effectivement, ce qui est très important, c'est de se rendre compte que chez les enfants et adolescents avec paralysie cérébrale, les stages intensifs ne peuvent pas complètement se substituer au suivi sur le long terme, puisque dans le cadre des enfants et des adolescents, il y a toujours une surveillance neuro-orthopédique à faire, le port des appareillages, etc. Et donc ça nécessite de voir l'enfant beaucoup plus régulièrement qu'une fois par an pour une session intensive ou 2 fois par an pour une session intensive. Donc, en fait, voilà. Par contre, pour ce qui est des adultes avec paralysie cérébrale, parce que, petite précision qui peut avoir son importance, les personnes avec paralysie cérébrale ont une espérance de vie quasiment similaire à celle de vous et moi. Donc, tous ces enfants et adolescents avec paralysie cérébrale deviennent des adultes avec paralysie cérébrale et donc, eux aussi, ils sont nombreux et ils ont besoin de rééducation parce qu'ils veulent aussi progresser et être davantage autonomes. Par contre, donc, pour ces adultes avec paralysie cérébrale, il est tout à fait envisageable d'avoir vraiment des rythmes de rééducation en termes de grosses pauses de rééducation, puis stage intensif, puis pause, puis stage. Ça, c'est quelque chose qui se fait vraiment. Et nous, on a beaucoup d'adultes à notre cabinet qui sont suivis comme ça, en fait, par session. On se fixe des objectifs.
même sans forcément passer par un stage intensif. Par exemple, on voit le patient pendant 3 mois, on signe un contrat avec lui comme quoi il s'engage à faire telle activité physique pendant 3 mois, telle auto-rééducation pendant 3 mois, telle séance de rééducation au cabinet, et qu'à la fin des 3 mois, il est censé avoir accompli les objectifs fonctionnels suivants, être capable de monter les escaliers tout seul en alternant, être capable d'aller au travail sans prendre le bus et de faire son chemin en moins de 30 minutes et être capable je sais pas quoi, enfin bref, de faire ses loisirs et ce qu'il a envie de faire dans sa vie quotidienne. Et à la fin quand ce contrat est terminé au bout des 3 mois, bah, on dit au patient d'aller faire sa vie, d'arrêter un petit peu la kiné et de revenir nous voir quand il sent qu'il a de nouveau besoin de faire une session intensive. Et donc ça, clairement, c'est ce qui nous permet, nous, au cabinet, de gérer notre liste d'attente tout simplement, hein, et de ne pas se retrouver avec des patients qui restent. Et finalement, le cabinet ne peut pas grandir avec le nombre de patients chroniques. Donc nous, clairement, nos patients adultes neuro ne restent pas plus de 3 mois consécutifs au cabinet. Donc ça, je pense que c'est vraiment une des adaptations importantes. Après, nous, on fait aussi beaucoup de groupes de sport ou d'activités physiques adaptées pour nos patients. En particulier, on a des groupes de marche pour adultes neuro de différents niveaux, de différentes vitesses. On a un groupe de footing aussi pour adultes neurologiques dont pas mal ont une pareille cérébrale. On a du yoga aussi, on a enfin, voilà, différents groupes d'activités physiques. Et c'est vrai que c'est vraiment important, ça, pour les adultes avec pareille cérébrale, de pouvoir mettre ça en place. Et on a aussi au cabinet des groupes d'activités physiques adaptées pour les enfants, parce que souvent les enfants avec paralysie cérébrale ont du mal en fait à trouver des clubs de sport adaptés, souvent parce que l'offre en fait commence plutôt pour l'adolescence et l'adulte, donc les enfants ils ne trouvent pas. Souvent parce qu'on se dit bah, finalement ils peuvent aller dans un club sportif avec tous les enfants, ça se passera bien, etc. Mais finalement ils n'arrivent pas à être, enfin c'est ce que disent les enfants, c'est qu'ils n'arrivent pas à être aussi inclus et détendus et à vraiment se fâcher dans des clubs de sport lambda par rapport à leur activité physique qu'ils ont au cabinet. Donc nous, on a ce qu'on appelle les clubs des petits musclés. Donc on a différents clubs de différents niveaux, enfin différents groupes de différents niveaux. C'est du réentraînement à l'effort, de la course, du saut. On a aussi un groupe de CrossFit ados pour des ados avec pareil cérébral. Enfin voilà, pour les petits exemples. Et ben, je pense que tout ça, bah, ce sont différentes manières d'appliquer les recommandations de bonne pratique. Mais c'est vrai que par rapport au cadre légal et au Cadre conventionnel. voilà, au cadre conventionnel, pardon. C'est surtout le financement des stages intensifs, du coup, pour l'instant, qui n'existe pas. Mais sinon, le cadre conventionnel actuel permet tout à fait, à mon sens, de travailler avec ces recommandations de bonne pratique. Voilà. Et puis, on voit bien du coup l'usage important du bilan. Je suppose en plus, puisque comme on voit, il y a une évolution en plus qui est gratifiante, autant pour le patient que pour le thérapeute, de pouvoir avoir sur ces 3 mois une vraie progression du patient et de pouvoir lui Ouais. dire au revoir. Alors, C'est quand même souvent, on se quelque dit chose à de bientôt, bénéfique. mais, Oui, mais ouais. c'est vrai que, voilà, on se dit à bientôt. Mais oui, c'est vrai que ça aussi, on a vu vraiment une évolution là-dessus dans la littérature internationale sur les 10 dernières années, de la qualité, de la méthodologie des bilans en neurologie centrale. Et en particulier, de plus en plus, on a glissé des évaluations très analytiques basées sur les amplitudes, la spasticité, la force, vers des évaluations de plus en plus fonctionnelles qui sont vraiment orientées sur l'autonomie et la participation sociale de nos patients. Finalement, avoir un flexium de genou ou avoir une force à 4 sur 5 ou 3 sur 5, finalement, si on est capable de faire tout ce qu'on a envie de faire dans la vie, bah, qu'est-ce qui est le plus important? Donc ça, le fait qu'il y ait de plus en plus d'échelles fonctionnelles d'évaluation qui se développent et qui sont de plus en plus validées dans la littérature, qui ont vraiment des bonnes qualités psychométriques, bah, je trouve que ça nous aide beaucoup, nous, les kinés, à mettre cette rééducation de plus en plus axée sur la fonction. Et ça, c'est vraiment très important. On a Valérie qui demande est-ce qu'il y a des logiciels ou est-ce qu'il y a des endroits, des ressources pour retrouver ces évaluations, ces échelles fonctionnelles?
Alors, déjà, dans les recommandations de bonne pratique HS 2021, il y a les échelles qui sont recommandées. Ce sont des échelles fonctionnelles, en particulier pour l'enfant avec pareil cérébral. Il est recommandé d'utiliser l'EMFG, l'évaluation motrice fonctionnelle globale. Euh, Après, il est aussi recommandé d'utiliser la GAS, la Goal Attainment Scale, qui est une échelle de validation ou non des objectifs fonctionnels co-construits. Et après, moi, mon petit outil perso que j'aime bien transmettre à mes élèves, à mes étudiants, c'est un site qui s'appelle Sralab sur Google. Vous tapez Sralab, Sralab. C'est un site canadien qui a été mis en place par des chercheurs de rééducation canadiens. Et ce site Sralab, vous avez répertorié en fait toutes les échelles d'évaluation en rééducation et réadaptation. Voilà, merci Thomas. Et donc, en fait, après, vous avez plein d'infos pour pouvoir télécharger ces échelles, pour qui est-ce qu'elles sont validées, pour des populations avec quelle pathologie, quel âge. Et après, ce site répertorie aussi toutes les qualités psychométriques de ces échelles et de ces scores, nous donne aussi des normes en fonction du sexe, de l'âge, etc. Donc, ça permet aussi ça nous permet aussi du coup, de savoir dire où est-ce que sont situés nos patients en fonction de leur âge, etc. Du coup, voilà, Stralab, c'est vraiment une grosse source d'informations et pas seulement pour ce qui me concerne pour la neuropédiatrie. Il y a ça, c'est vraiment une mine d'or pour le kiné. Voilà. Alors, je cherche le lien pour que vous puissiez télécharger les affiches. Donc, je suis absent une seconde. En tout cas, merci, c'est très complet. On a vraiment conscience, hein, on prend conscience un petit peu, moi qui ne suis pas forcément la spécialité neurologie, je prends conscience déjà que ça avance et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir quelque chose de très structuré au final pour pouvoir accueillir ces patients. L'expertise qui est très importante aussi que vous pouvez apporter. Moi, j'ai bien aimé aussi cette notion de réseau dont vous parliez, hein, ce réseau sport, ce réseau sport santé, ce réseau associatif derrière, pour permettre justement la prise en charge et la continuité finalement des acquis au quotidien pour que ces personnes, ces patients puissent par la suite avoir une vie le plus normale possible et être confrontés tout simplement à tout le tissu associatif, mais aussi sportif du quotidien de tout le monde, quoi. C'est là où on voit l'importance de la coordination dans ce type de prise en charge, hein. Et je pense que on peut pas se passer, travailler tout seul dans son coin. Aujourd'hui, une perte de chance pour le patient et il est important d'avoir une bonne coordination avec les différents professionnels pour vraiment proposer une prise en charge la plus adaptée possible pour les patients et faut pas hésiter à y aller, quoi. D'ailleurs, en parlant de coordination, je profite qu'on soit tous ensemble là pour rappeler qu'il y a aussi une nouvelle cotation, le RQD1, pour tous les actes du coup d'échange avec les professionnels. Dès qu'on appelle un médecin ou qu'on écrit un mail à propos d'un patient, etc., on peut coter un RQD1 jusqu'à hauteur de 2 fois par an pour un même patient. Donc, c'est vrai que pour des patients aussi compliqués que des enfants avec pareil cérébral, autant vous dire que les RQD1 sont bien utilisés. J'ai l'impression que votre cabinet est pilote dans les nouvelles cotations, non? Alors, on a un local dans Paris, donc on a intérêt à se bouger un petit peu pour pouvoir financer tout ça. Ah, vous avez raison, faut utiliser les outils qui sont à la disposition. Donc actuellement, Valérie demande quel financement lors du stage en partie peut être pro. Alors les stages intensifs aujourd'hui, il n'y a pas de financement spécifique, hein, c'est vraiment cotation à l'acte finalement. Voilà. Donc, nous, si on fait 6 jours d'affilée, on code 6 séances. Voilà. Et est-ce que vous avez envisagé éventuellement de travailler sur des parcours spécifiques dans le cadre de ces PTS aussi ou des prises en charge un peu plus spécifiques si jamais vous êtes identifié aussi auprès des auprès des différentes institutions, que ce soit à l'ARS, auprès des CPM, de votre CPM, pour éventuellement lever Alors, d'autres fonds? En fait, il y a quelque chose qui était dans les tuyaux lorsqu'on faisait toutes les négociations là, pour le TER 16 avec la CNAM et puis même quand on faisait les recommandations de bonne pratique, c'était d'essayer d'identifier des cabinets ou des professionnels
un petit peu ressources pour chaque département concernant l'appareil cérébral qui pourraient être rémunérés, je ne sais pas comment, pour être un peu voilà, des professionnels qui pourraient répondre aux questions d'autres kinés qui peuvent avoir moins d'expérience là-dedans. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais sinon, si, moi, notre CPTS, voilà, je réponds, j'essaye d'aller à leurs réunions, mais ils m'ont pas trop proposé de trucs, quoi. Ok. Voilà. Il y a peut-être un truc à approfondir, c'est intéressant, ouais. Ouais. Après, on voit bien que, enfin, il y a encore des choses à aller chercher, c'est-à-dire qu'il y a des spécificités qui ne sont pas encore reconnues conventionnellement. En tout cas, on peut avoir une expertise dans un domaine et qui n'est pas valorisée financièrement finalement, et qui n'est pas valorisée au niveau de la reconnaissance aussi, c'est-à-dire que voilà, on peut pas faire de téléexpertise entre deux kinés, qui malheureusement des fois pourraient être super valables. Et donc ça, c'est des combats à mener pour les, pas dire prochains mois, mais prochaines années. On a encore du travail. Oui, on a encore du travail. N'hésitez pas à poser vos questions. Euh, si vous n'avez plus de questions, moi j'en ai plus. Donc peut-être. En tout cas, un grand merci Audrey, un grand merci Mélissa pour vos présentations qui étaient très claires et qui, enfin moi, m'a appris pas mal de choses. Donc c'était super chouette. Vraiment un grand merci aussi parce qu'on vous a sollicité il y a même pas 15 jours et vous avez répondu super rapidement et avec plein d'enthousiasme pour ce jeudi de la Fédé et ça on vous remercie vraiment parce que c'est vraiment bien. Et Merci à vous pour Merci, ouais. l'invitation, hein. Merci Ouais, à vous ouais. de nous avoir invités. Ouais. Ce que vous Merci à faites est, Audrey aussi d'avoir accepté de représenter la fondation. Merci beaucoup. De alors, ce que vous rien, faites, mais la fondation, et ce que vous faites au quotidien est formidable. Voilà, moi, je le pense réellement. Et merci pour votre investissement. Et je suis persuadé que ce partenariat, en tout cas, nous plaît. Et en tout cas, voilà, on va rattraper 120 000 pas. En plus, on sait que on va vous montrer à quel point notre investissement va être solide. Et voilà, et on est très heureux d'être avec vous, en tout cas, sur cet événement. Merci. Ça nous fait très plaisir de merci vous avoir à beaucoup nos et côtés. bon September à tous alors, hein. Ouais, bon septembre Et à que le tous. meilleur gagne. Et que le meilleur Exactement. gagne. À pas de géant. que votre Merci sort pour puisse vous être tout. favorable. Merci, bonne soirée à tous. Merci. Bonne Passez une soirée à Au Bonne très revoir. bonne soirée à soirée à tous, toutes et à vraiment un grand tous. Au merci. revoir. Et merci d'être Merci. venus nous suivre. Au revoir à tous. Au revoir.